Professeur Dalila Al-German, bonsoir. Vous êtes cardiologue au CHU de Mustapha, chef d'unité d'hôpital du jour et spécialiste en insuffisance cardiaque. Bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cette 26e édition du Congrès international de la Société algérienne de cardiologie qui a coïncidé avec son cinquantenaire cette année, vu que la société a été créée en 1972. Donc tout d'abord, quelles sont vos impressions sur ce congrès? Avez-vous pu profiter de toutes les sessions? L'impression générale, il y avait une très belle ambiance conviviale. On nous avait donné des consignes claires et donc les consignes étaient claires. Une ambiance conviviale, un programme très riche et aussi des sujets vraiment d'actualité. Donc, vous avez participé durant ce congrès à une session insuffisance cardiaque où vous nous avez justement parlé de l'insuffisance cardiaque aiguë, un sujet qui nous pose problème tous les jours au quotidien pour nous cardiologues. Quelles sont les nouveautés dans l'insuffisance cardiaque justement ? Alors, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, au fait, il y a une prise en charge holistique du malade. On se concentre sur la congestion qui est le premier objectif de tout traitement et aussi sur le statut de perfusion. Et on sera guidé dans la thérapeutique par rapport à ça. Pour gérer la congestion, il y a un algorithme qui est clair. Donc, quand le malade est naïf de diurétique de l'ANS, on va donner un bolus et puis voir comment se comporte la diurèse, la natriurèse avec un spot urinaire. Et si le malade il est sous une dose antérieure de furosémide, on va ou donner la même dose ou bien doubler la dose en intraveineux. Puis on aura à chaque fois comme objectif d'avoir une natriurèse 2 heures après d'au moins 50 mg par litre et une diurèse 6 heures après d'au moins 100 ml par litre. Après, si on n'arrive pas à les atteindre, on va doubler la dose jusqu'à atteindre parfois un seuil. Et ce seuil, si on n'arrive pas à l'objectif, on va considérer que le malade est en état de résistance aux diurétiques de l'ANS. Et c'est dans ces cas-là qu'on doit associer d'autres diurétiques. Et le premier diurétique qui est associé, c'est les thiazidiques, les antialdostérones. Et aussi, quand le malade a répondu, on va laisser la même dose jusqu'à décongestion complète. Il faut savoir que durant tout ce temps, il faudra gérer la fonction rénale et la kaliémie. Après, on a un nouveau papier du NEJM sur ADVOR Trial, c'est un essai sur l'acétozolamide qu'on peut aussi rajouter et qui a montré qu'on pouvait accélérer la décongestion et l'effet se maintient après l'hospitalisation. Très bien, donc justement, toujours dans ce sujet de la gestion du patient en insuffisance cardiaque, on voit maintenant une nouvelle classe thérapeutique qui est en train de prendre de plus en plus de place dans l'insuffisance cardiaque, qui sont les SGLT2, les inhibiteurs du récepteur à SGLT2. Diriez-vous qu'on peut l'introduire maintenant chez l'insuffisance cardiaque aiguë? Et si oui, à quel moment? Est-ce qu'on l'introduit en fin d'hospitalisation, après que le patient soit sorti? À quel moment peut-on justement l'introduire? Alors, l'étude Impulse nous encourage à l'introduire précocement. Après, bien sûr, il y a une phase où le malade, quand il garde la même dose de diurétique en moins 6 à 7 jours, on pourra introduire l'empagliflozine, par exemple. C'est ça qui a été étudié dans Impulse. Ça a montré que ça allait améliorer les symptômes dans une phase de vulnérabilité quand le malade sort d'hôpital. Très souvent, le premier mois, voire les 3 premiers mois, on a des réhospitalisations, un retour de la congestion que parfois on n'explique pas. Et avec l'empagliflozine, on a remarqué qu'il y avait une amélioration des symptômes, une amélioration des questionnaires de qualité de vie, et ça reste pendant 90 jours après l'épisode de décompensation. Donc oui, il faut introduire les inhibiteurs des SGLT2 aussi précocement que possible. Et après, bien sûr, quand le malade il est hospitalisé, on commence déjà à titrer ce qu'on appelle le GDMT, le Guideline Directed Medical Therapy, fait des 4 piliers de l'insuffisance cardiaque. Donc on a les IEC en cas d'intolérance, les ARA2. Parfois, on a recours aux bloqueurs aux antagonistes des récepteurs à la néprilysine. On a les bêta-bloquants validés dans l'insuffisance cardiaque et on a aussi les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Et bien sûr, dans tous les cas, il faudra traiter la congestion avec les autres diurétiques. Professeur German, juste une dernière question. Y a-t-il des nouveautés thérapeutiques dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique ? Oui, il y a une nouvelle thérapeutique qui a été révolutionnaire, c'est l'avènement des inhibiteurs des SGLT2. Ce sont des antidiabétiques initialement qui ont prouvé avec DAPA-HF qu'ils agissaient même quel que soit le statut diabétique ou non. Et on a aujourd'hui ces molécules-là qui agissent quelle que soit la FE, remettant en question carrément le paradigme de la prise en charge selon la FE. C'est des molécules qui vont agir au niveau du stress oxydatif, ils vont augmenter la régénération myocardique, préserver le rein, préserver le cœur, et donc on a une réduction des événements cardiaques
rénaux, et on a une amélioration des symptômes, et ceci, quelle que soit la FE, effectivement, c'est une molécule qui a révolutionné la prise en charge des insuffisances cardiaques chroniques. Professeur Germain, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et je vous remercie également d'avoir participé à notre congrès et à très vite, j'espère. Tout le plaisir est pour moi.